transplantation rénale de l'hôpital Erasme. Il est professeur émérite de l'ULB, où il a été également recteur et président du conseil d'administration. Il est membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et alors, vous verrez sans doute qu'il a finalement écrit l'ouvrage sur le thème de cette conférence, les médecins de Molière au chevet de Louis XIV. Certaines personnes m'ont demandé à l'entrée pour se le procurer, se le faire dédicacer, et il y en a quelques exemplaires en effet. Je lui cède immédiatement la parole. Bien, merci d'abord pour votre invitation et ces mots d'accueil. Donc effectivement, le sujet de la conférence, les médecins de Molière au chevet de Louis XIV. Et effectivement, lorsqu'on considère le grand siècle, le XVIIe siècle, c'est un siècle où il s'est passé des révolutions scientifiques, hein, c'est le siècle de Galilée, Kepler, de Fermat, de Richelieu, Pascal, Newton, l'explosion des arts, des lettres, des philosophes, Descartes avec la raison, Fontenelle qui annonce déjà les Lumières, et puis le siècle est dominé par une personnalité évidemment impressionnante qui était Louis XIV, le roi soleil, et dont la devise était d'ailleurs Nec pluribus in par, à nul autre pareil. Et donc dans toute cette efflorescence, on se demande, et la médecine? Qu'en était-il de la médecine à ce XVIIe siècle? Eh bien là, le hasard des circonstances a fait que je suis tombé sur une réédition d'un ouvrage que considéré comme intéressant, qui est le journal de santé de Louis XIV. Ce journal a été rédigé par 3 de ses premiers médecins, et année par année, ils ont décrit les maladies du roi, leur diagnostic, mais aussi leur théorie pour expliquer ces maladies, les traitements qu'ils ont proposés, etc. Ces 3 premiers médecins, c'était Antoine Vallot, qui a rédigé le journal de 1652 à 1670. Son successeur à la mort de Vallot a été Antoine d'Aquin, la rédaction du journal de 1671 à 1692. Nous allons le revoir, d'Aquin est entré en disgrâce au profit de Guy Crescent-Fagon, qui lui a continué le journal jusqu'en 1711, et on ne sait pas pourquoi, il s'est arrêté de l'écrire cette année-là, et donc le journal ne mentionne pas les 3 dernières années, les 4 dernières années de la vie de Louis XIV, et y compris les circonstances de son décès, si ce n'est qu'on le sait par les chroniqueurs du temps, évidemment. Alors, les premiers médecins, c'était quelque chose de très important, ils étaient tout le temps avec le roi, dès le lever, même la nuit, et ils dirigeaient la maison royale, la maison médicale, qui comportait plusieurs médecins ordinaires, des médecins par quartier. Ils avaient aussi l'autorité sur la maison chirurgicale, le premier chirurgien, les chirurgiens ordinaires, les apothicaires, c'est eux qui dirigeaient tout, et certains chroniqueurs du temps disent qu'ils avaient même un statut supérieur à celui d'un ministre, donc ils étaient jalousés et courtisés. Mais évidemment, quand on parle de la médecine au XVIIe siècle, Molière est incontournable. Alors, je ne vous refais pas toute la biographie de Molière, mais il faut évidemment savoir qu'il avait hérité d'une charge de premier tapissier du roi, aussi dans l'intimité donc du roi, qu'il voyait évidemment à la cour et les premiers médecins autour du roi. Il était d'ailleurs le locataire de Louis d'Aquin, qui était le père d'Antoine d'Aquin, un de ses premiers médecins dont on va reparler, et Louis d'Aquin était aussi médecin ordinaire à la cour. Il était un ami du docteur Mauvillain, qui était doyen de la faculté de médecine de Paris, et il était ami des apothicaires aussi dans les maisons de la cour de Boudin et Frappin. Donc Molière avait évidemment une source d'information riche et sans doute fidèle par rapport à ce qui se passait en médecine à l'époque, que ce soit d'ailleurs à la cour ou ailleurs. Et effectivement, dans son théâtre, vous voyez, j'ai retrouvé 3, 4,
ici 7 pièces de théâtre où il y a de bonnes allusions à la médecine, aux médecins, à leur comportement, à leur sociologie. Dès les premières pièces, probablement avant 1656, le médecin volant, jusqu'à la toute dernière, le malade imaginaire, pièce pendant laquelle Molière va décéder d'hémoptysie tuberculeuse. Et donc, si vous voulez, l'idée m'est venue de comparer, mettre en corrélation les textes du théâtre de Molière avec les textes écrits par les premiers médecins du roi Louis XIV. Et de faire ça sous la forme d'un procès, où évidemment le procureur va être Molière, où les accusés, ben, ce seront les premiers médecins, et un peu plus les médecins de la cour, Vallot, Daquin, Fagon. Les témoins seront les chroniqueurs du temps, qui ont parlé de ces médecins aussi, de ce qu'ils ont fait, dont un grand ennemi des médecins du roi, Guy Patin, qui était doyen de la faculté de médecine de Paris, vous le verrez souvent cité, parce qu'il était non seulement médecin parisien, professeur à la faculté, mais c'était un écrivain. Il a écrit 10 000 lettres, je crois, à des amis de province pour leur raconter tout ce qui se passe à Paris, en politique, mais aussi évidemment en médecine. Et aussi les chroniqueurs évidemment plus connus, tels que Dangeau, de Sourches, et Saint-Simon, évidemment, qui vont citer Vallot, Daquin ou Fagon, suivant les moments de leur chronique. Donc voici ces principaux acteurs. Nous avons Antoine Vallot, fait important, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier. Ça n'est pas rien, parce que venir diplômé de la faculté de médecine de Montpellier à Paris, ça ouvre d'emblée le conflit. D'où son ennemi héréditaire Guy Patin, doyen de faculté de médecine de Paris et écrivain, et qui ne va pas arrêter, nous allons voir, de critiquer ce médecin de Montpellier, ces chimistes, comme il aimait le dire. Vallot était aussi un protégé de Mazarin, et politiquement, Guy Patin était frondeur, donc il était évidemment aussi opposé à Mazarin. Toute cette affaire entre donc dans un conflit visiblement politique aussi. Antoine Daquin, lui aussi, est issu de Montpellier. Donc là aussi, le problème, on va le retrouver. Et c'était un protégé de Madame de Montespan. En revanche, Fagon, lui, était diplômé de la faculté de médecine de Paris. Il va entrer en conflit avec Daquin, nous allons le revoir, et va obtenir la disgrâce de Daquin. Et peut-être que cette disgrâce était aussi un effet collatéral du remplacement de Madame de Montespan par Madame de Maintenon, parce que Madame de Maintenon protégeait Fagon, qui avait été avant le médecin des enfants qu'elle avait eu avec le roi. Et donc il a... Non, pas elle, excusez-moi, c'est plus compliqué. Les enfants que Louis XIV avait eu avec Madame de Montespan, mais dont la gouvernante était Madame de Maintenon. Et donc c'est comme ça qu'il a fait connaissance de Madame de Maintenon, s'est fait apprécier par elle, au point qu'elle a donc négocié, nous le verrons, pour l'amener à être le premier médecin du roi. Alors, le roi Soleil, bon, il a eu, vous avez vu qu'il avait une longévité assez importante, 1638 à 1715, pas tout à fait 77, il est mort, je crois, 3 jours avant son anniversaire, mais quand même, pour cette époque, c'est remarquable quand on sait qu'un Français sur 2 ne dépassait pas l'âge de 25 ans à cette époque. Donc, c'est pas mal. Cela dit, il a été malade. Il a fait ce qui était une des épidémies de l'époque, la variole, en 1647. Il en a survécu alors que son fils, Louis le Grand Dauphin, en est mort, bien plus tard, mais quand même. Il a fait en 1655, on va y revenir, ce que son premier médecin appelait un mal étrange, mais dont la description nous indique que ça devait être sans doute une blénorragie. En 1658, plus sérieux, la maladie, pendant la guerre de Flandre, il a été malade à Calais, ce qu'on a appelé la maladie de Calais, mais dont la description, tout ça sont des diagnostics a posteriori sur base de description, me fait quand même fortement penser au typhus, typhus épidémique. Il faut savoir qu'à cette époque, le typhus tuait plus de soldats qu'il n'en mourait au combat.
puisque c'est évidemment une maladie liée à la promiscuité, le manque d'hygiène, hein, l'époux, etc. Et donc Louis XIV l'a eu sans doute là, et là il a failli mourir, et nous allons voir que c'est là que va naître la grande affaire de l'antimoine du vin émétique, mais nous y reviendrons. En 1663, il fait la rougeole tuait beaucoup, c'était des formes malignes de la rougeole, là il va perdre une partie de sa famille dans une rougeole maligne. Et puis aussi, depuis 1682, là on commence à approcher d'un âge un peu plus avancé, il a la goutte, hein, on décrit très régulièrement des crises tout à fait typiques. 1685, j'y reviendrai parce que ce n'était pas triste, il a nécrosé son maxillaire supérieur suite à des extractions dentaires. Alors le grand événement évidemment dans l'histoire médicale de Louis XIV, c'est l'opération de la fistule anale, opération très délicate, tout ceci à une époque où il n'y a pas d'anesthésie, évidemment, il faut le savoir. On va y revenir parce qu'autour de cette fistule, il s'est passé plein de choses. Et on a l'habitude de diviser d'ailleurs la vie de Louis XIV en deux parties, avant 86, après 86. Bon, alors certains diront avant la fistule, après la fistule. Bon, il faut savoir que c'est quand même autour de cette époque, hein, 1685, révocation d'édit de Nantes, enfin ça fait aussi deux vies différentes. C'est aussi le moment où il a sans doute épousé secrètement Madame de Maintenon. Et donc avant ça, on décrit Louis XIV comme quelqu'un de fringant, bon cavalier, grand danseur, militaire, coureur, etc. Et puis après, on le décrit comme podagre, malade et dévot. Depuis 86, depuis qu'il est le plus souvent à Versailles, il développe ce qu'ils appellent une fièvre tierce, ce qu'est le paludisme. Le paludisme était très répandu à cette époque-là, en particulier autour de Versailles, qui était très marécageux, et les travaux dans les marais pour faire tous les étangs, les canaux, etc., agitaient évidemment les moustiques, et donc la fièvre y était très répandue. On dit que des milliers de militaires qui travaillaient au chantier de Versailles sont morts de paludisme pendant la construction du palais. Enfin, surtout des jardins, l'aménagement des jardins. Et puis, dès 1709, des descriptions tout à fait typiques de lithiase, lithiase, que l'on pense être liée à sa goutte, donc c'est ce qu'on appelait la gravelle, des crises de colite néphrétique à répétition. Et puis, il va décéder, ça on le sait par une description très détaillée de Saint-Simon, d'une gangrène, d'une jambe qui va se généraliser, remonter tout le corps et va décéder sans doute dans un état de septicémie. Cette gangrène sans doute liée à une artérite et peut-être un diabète, ça on n'est pas sûr, enfin on pense. Voilà, alors maintenant passons aux accusations. Premier chef d'accusation, les médecins sont des courtisans. Et d'ailleurs Molière, et donc la relation avec la cour. Molière fait dire à M. Diafoirus, à qui on proposait, mais vous allez pousser votre fils à la cour, sans doute. Hein. Il répond, oh, notre métier près des grands ne m'a jamais paru très agréable. Quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que les médecins les guérissent. Vous croyez lire d'Aquin qui dira un remède de prompt soulagement comme on le demande à la cour. Et puis Vallot, d'ailleurs, souligne des difficultés qu'il avait à gérer la santé du roi, des difficultés fondées sur l'envie et la jalousie que l'on a d'ordinaire contre les premiers médecins. Et illustration de cet aspect de courtisan, là où ils sortent un peu de leur métier purement médical, l'affaire du mal étrange. Donc, dans le journal, il faut dire aussi que ce journal, non seulement la motivation, c'est Vallot qui a inauguré le journal, il dit, ben, c'est pour expliquer et donner surtout à mes successeurs des indications sur l'état de santé du roi et surtout les excellents remèdes que je lui ai prescrits. Et donc, il qualifie ce qui arrive à Louis XIV, qui doit avoir chose comme 17 ans, là, oui, c'est ça, 17 ans, et la description, c'est les écoulements verdâtres par l'urètre, par la verge, qui tachent ses vêtements, qui tachent ses draps. On dit d'ailleurs que certains pensaient c'est quelques pollutions ou bien quelques maladies vénériennes. Mais pour Vallot, c'est un mal le plus étrange du monde,
et qu'il fallait tenir caché, et il précise même, suite à un entretien que j'ai eu avec la reine-mère, Anne d'Autriche, nous avons décidé de tenir ce mal caché. Et d'ailleurs, il n'était pas possible que ce soit des pollutions ou une maladie vénérienne, parce que le roi vivait en chasteté toute pure et sans exemple, écrit-il, alors que tout le monde disait par ailleurs qu'à cet âge-là, Louis XIV courait sur les toits de Saint-Germain pour entrer dans les chambres des demoiselles d'honneur de la reine-mère. Donc, il ment délibérément parce qu'il fallait tenir le mal caché. Pourquoi? Parce que on pensait à l'époque que les maladies vénériennes rendaient stériles. Et évidemment, savoir que le roi des 17 ans risquait d'être stérile, vous voyez ce que ça aurait fait comme conspiration, cabale pour élaborer de qui va être le successeur, évidemment. Donc il fallait tenir le mal caché. Cela dit, il lui a recommandé les eaux de forge qui étaient réputées pour traiter les maladies vénériennes. Outre d'autres traitements faits de cornes de cerf, etc. Deuxième accusation, les médecins sont vénaux, ils aiment l'argent. Donc là, ils diront, ça n'a pas changé. Mais donc voilà. Le barbouillé, dans Molière. À cause qu'il était vêtu comme un médecin, j'ai cru qu'il fallait lui parler d'argent. Il y en a d'autres du même genre, vous savez, mais donc j'ai choisi celle-là. Et Guy Patin, à propos de son ennemi Vallot, il dit, quand il ira dans l'autre monde, il fera quelque autre métier où on puisse gagner beaucoup d'argent qu'il a toujours extrêmement aimé. Et puis, dans un autre moment, il dira, Vallot fait tout ce qu'il peut pour attraper de l'argent. Et Saint-Simon dira de Daquin, il était grand courtisan, on retrouve la notion de courtisan, avare, avide, et qui voulait établir sa famille de toute façon. Ce sera d'ailleurs un des éléments voulant faire obtenir pour son fils un archevêché, il a tellement scié le roi que le roi en a eu assez et s'est privé de ses services. Troisième accusation qu'on peut retrouver dans Molière, les médecins sont des fanfarons. Par exemple, Ganarelle, dans le médecin volant, dit « Je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte des médecins », il ajoute même que j'ai des secrets. Bon. Et Vallot, qui va parler de lui-même ici, ayant appelé les sieurs Guénaud, qui était un autre médecin de la cour, et Vallot, donc il parle de lui à la troisième personne, et qu'ont-ils fait, Guénaud et Vallot, en une occasion si considérable, on fait voir à toute la France que l'on avait besoin de leur conseil. À un autre moment, commentant ses propres traitements, il dit c'était un coup d'état et de maître d'avoir saigné le roi. Pas d'avoir osé, donc c'était vraiment remarquable. Quatrième accusation, les médecins sont des charlatans. Dans Molière, vous trouverez à un moment donné un charlatan qui est là et qui dit « Mon remède guérit par sa rare excellence », alors ici c'est un tas de maladies, plus de mots qu'on ne peut nombrer tous les ans, ô grande puissance de l'Orviétan. Et l'Orviétan était, on disait, la thériaque du pauvre. La thériaque, c'est un médicament qui remonte à l'Antiquité et qui était encore dans le codex français jusqu'au siècle passé, enfin le siècle d'avant, la fin du XIXe siècle. Thériaque, ça comportait un mélange d'une cinquantaine d'éléments, principalement des extraits végétaux, mais aussi de la vipère broyée, par exemple, etc., et de l'opium quand même, et qui a d'abord été proposé comme traitement des morsures de serpent. Et puis, à petit, la thériaque s'est répandue comme une sorte de panacée universelle, mais elle était faite dans le plus grand secret, et la vraie thériaque, disait-on, devait être faite sous la responsabilité du doge de Venise, ça s'appelait la mélasse de Venise, et le doge mettait son cachet pour certifier qu'elle était authentique. À côté de ça, il y avait la thériaque du pauvre, faite par des charlatans, qui s'appelait l'Orviétan, et qui était vendue à Paris, au Pont Neuf, là où il y avait tous les charlatans qui vendaient leurs produits. Eh bien, Saint-Simon nous dit à propos de la mort d'Henriette d'Angleterre, qui était la femme du frère du roi, de Bossuet, et qui a donné, cette mort a donné l'oraison de Bossuet, Madame se meurt, Madame est morte, eh bien, à la fin à la mort d'Henriette d'Angleterre, traitement de dernière chance,
on lui fit prendre Orvietan, Thériaque, poudre de vipère. Et Daquin utilisera ça aussi, et il dit, la peur de la cruelle fièvre qui nous enleva la reine en 3 jours me fit donner au roi un demi-drachme de Thériaque. Donc vous voyez, c'est les mêmes traitements que dans le théâtre de Molière. 5e accusation, les médecins sont incompétents. Molière ne manque pas de citations, hein, j'en ai choisi quelques-unes, de rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. Hein, faut-il dire. Et si on prend une maladresse médicale, enfin là c'était plutôt du dentiste, mais enfin, c'est Daquin. Et je reviens sur la nécrose de son maxillaire. Voilà comment Daquin nous l'a décrit. Un trou de 7 mâchoires, qui toutes les fois qu'il buvait, il s'agit du roi, portait l'eau de sa bouche dans le nez, il avait donc une solution de continuité entre le palais et le sinus, probablement, suite à l'extraction dentaire. Donc portait l'eau de sa bouche dans le nez, d'où elle coulait comme une fontaine. Ça devait être appétissant de voir le roi à table. Ce trou s'était fait par l'éclatement de la mâchoire arrachée avec les dents et causait quelques écoulements de sanie et de mauvaise odeur. D'autres chroniqueurs diront d'ailleurs que le roi avait une haleine qui sentait le hareng. Non seulement ils sont incompétents, mais ce sont des assassins. Là, Molière n'y va pas de main morte non plus. Encore une seule citation, mais il y en a bien d'autres. Lisette qui dit « Qu'allez-vous faire, monsieur, de 4 médecins? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne ?» Il faut d'ailleurs toujours dire « On n'est pas mort de telle maladie, mais on est mort du médecin ou on est mort de l'apothicaire. » Et ici, c'est plus Henriette d'Angleterre, qui était la femme du roi d'Angleterre, petite fille d'Henri IV. Ici, c'est Henriette de France, qui était la mère d'Henriette d'Angleterre, qui était aussi reine d'Angleterre, et au son décès, Vallot avait été appelé à son chevet. Bon, elle est quand même morte. Et Patin a fait un petit poème sur le sujet, et il a dit, la fille du grand Henri, puisque c'était la fille d'Henri IV, Henriette de France, la fille du grand Henri, eut en mourant même aventure que feu son père et son mari, tous 3 sont morts par assassin. Ravaillac, pour Henri IV, évidemment, Cromwell, ça c'est pour son mari, Charles Ier, et médecin. Henri d'un coup de baïonnette, Charles finit sur le billot, et maintenant meurt Henriette par l'ignorance de Vallot. On continue sur la même vague. Ganarelle, il y a parmi les morts une discrétion, et jamais on en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Et Vallot, Guy Patin a écrit sur son ennemi Vallot, évidemment, Vallot disait quelque chose, Guénaud disait autre chose, et tandis que les médecins s'entre-contredisent, les malades meurent. Mais en ce qui concerne Louis XIV, c'était Fagon son médecin au moment où il est décédé, Saint-Simon en a dit, dans sa chronique de 1715, plus d'1 an que la santé du roi tombait. Et Fagon fut le seul qui ne s'aperçut de rien, et plus loin il dit, il l'a tué par son opiniâtreté. Il s'est têtu sur l'idée de considérer que le roi n'était pas si malade que ça. Alors, dans Molière, on va aussi accuser les médecins d'être imbus du latin, de la robe et du bonnet, hein, qui était l'habit de la profession. Ainsi, dans le malade imaginaire, Béralte va dire, en parlant des médecins, ils savent parler en beau latin, toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimacin. Eh bien, lorsque Daquin a été intronisé premier médecin du roi, il y a eu une cérémonie évidemment, et on lit dans la chronique du temps, le doyen de la faculté de médecine, accompagné de plusieurs autres docteurs en leurs habits de cérémonie, vint ici complimenter le sieur Daquin, et il s'acquitta de cette fonction en un beau discours latin,
auquel le didaquin répondit en la même langue. Toujours à travers cette robe et ce latin bonnet, Béralte dit, en recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. On n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet, tout Galimatia devient savant. Et quand on voit ce que Guy Patin, quand il était doyen de faculté, combattait pour le prestige médical contre les barbiers chirurgiens, qui eux se formaient au collège de Saint-Côme, et donc il avait fait requête au Parlement de défendre aux chirurgiens du collège de Saint-Côme de professer, de donner des grades, de soutenir des thèses et de porter la robe et le bonnet. Toujours dans les accusations, les médecins sont bornés, sont têtus. Dans Molière, il y a Foirus parlant de son fils, médecin, ou qui venait d'être diplômé médecin. Ce qui me plaît en lui, c'est que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons des prétendues découvertes touchant la circulation du sang et autres opinions d'Imparine. C'est l'époque où Harvey va décrire la circulation du sang comme elle est, et donc aller à l'encontre évidemment de la théorie de Galien et d'Hippocrate où pour eux le sang passait de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, il y avait ou du ventricule droit au ventricule gauche, pardon, il y avait donc un mélange de circulation. Harvey va décrire la circulation comme elle se présente, mais la faculté de médecine de Paris refusait d'admettre ça. D'ailleurs Guy Patin avait déclaré la circulation du sang, son transport circulaire dans les vaisseaux, c'est l'enfantement d'un esprit oisif à un vrai mirage. Mais Louis XIV, qui faisait quand même plus confiance aux chirurgiens, a confié à Pierre Dionis, qui était le premier chirurgien de la reine, un enseignement au jardin du roi. Il y avait le jardin des plantes, qui était le jardin du roi, où on donnait aussi des cours, notamment de médecine chimique à partir des plantes, mais aussi un cours de chirurgie, puisqu'on a demandé à Pierre Dionis, sur mandat de Louis XIV, afin qu'il y soit instruit l'anatomie de l'homme suivant la circulation et les dernières découvertes. Donc grâce au succès des chirurgiens, en quelque sorte, et pas les chirurgiens, l'enseignement de la circulation telle qu'elle existe, telle qu'Harvey l'avait décrite, et grâce à la notoriété de Louis XIV, a pu se faire à Paris. À propos, Thomas d'Aquarius avait répondu d'ailleurs, en renforçant ce que son père en disait, j'ai contre les circulateurs soutenu une thèse, et là il faut savoir que le mot circulateur n'est pas au dictionnaire français, mais c'est un jeu de mots que faisait Guy Patin en traitant ceux qui défendaient la circulation du sang de circulator. Or en latin, circulator, ça veut dire charlatan. Alors, les médecins sont dogmatiques, oui, ils font toujours référence à Hippocrate et à Galien, en tout cas à cette époque. Et d'ailleurs, Sganarelle, Hippocrate dit, et Galien par vive raison persuade, qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Et dans une autre pièce, à un moment donné, Sganarelle qui joue le médecin dit il faut porter désormais votre chapeau. Et Géronte lui répond mais pourquoi dois-je mettre un chapeau? Parce qu'Hippocrate l'a dit. Et dans quel traité, s'il vous plaît? Dans le traité des chapeaux. Et donc du coup Géronte dit puisqu'Hippocrate l'a dit, il faut le faire, et il va mettre son chapeau. Mais Guy Patin dit, à propos, en critiquant d'ailleurs Vanneau et les autres, l'Hippocrate et le Galien sont les plus beaux secrets de notre métier, et il ajoute, et ceux-là ne les ont jamais lus, évidemment, puisqu'ils sont médiocres. Effectivement, on pourrait accuser les médecins du roi d'être des humoristes, il faut comprendre humoriste ici, dans le sens de ceux qui adhèrent à la théorie des humeurs, qui remonte à Hippocrate, évidemment, où il a dit que le corps de l'homme renfermait le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire, et qu'il y avait des maladies quand ces humeurs allaient s'amasser. Et donc pour Hippocrate, il y avait 4 humeurs, le sang, dont l'organe est le cœur, et qui confère le tempérament sanguin. Il y a le flegme, dont l'organe est le cerveau, et qui donne le tempérament phlegmatique, et ce qui coule du cerveau quand on a un rhume, c'est la petite huître, d'où on disait rhume de cerveau, puisque
La pituite, c'est le synonyme du flegme. La bile, qui vient du foie, et qui confère le tempérament bilieux ou colérique, ça c'est la bile jaune, mais il y a une bile noire, donc ça on a difficulté à la trouver aujourd'hui, mais il y a une bile noire qui est l'acrabile, et qui est faite par la rate, et qui donne le tempérament atrabilaire ou mélancolique. Eh bien, on va retrouver ça chez Molière, évidemment. Ainsi, Sganarelle dira, jouant le médecin, est causé par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Macroton, un des médecins dans l'amour médecin, dira à causer par des humeurs putrides qui sont contenues dans le bas-ventre, et un autre des médecins appelé au chevet du patient y ont acquis cette malignité qui fume vers les régions du cerveau. Eh bien, allons dans le journal. Vallot dira les troubles qui se faisaient par le bouillonnement des humeurs. D'Aquin, ce sont que quelques extraits illustratifs, hein, il y en a évidemment des pages entières. D'Aquin, quelques billes échauffées dans les entrailles. Vapeur de matière émue qui se sublimait au cerveau. Hein, on retrouve l'idée acquis cette magnité qui fume vers les régions du cerveau. Émue qui se sublime au cerveau. Plénitude d'ordures qui s'échauffe et fume dans le bas-ventre. Indice d'une nature surchargée de mauvaise humeur. Tout ça, c'est à propos du roi, hein, attention. Hein. Et donc, s'amassait une portion considérable d'humeur mélancolique. Et Fagon remplissait le roi d'humeur et de sang dont l'abondance m'inquiétait. Vapeur qu'on attribue à des fumées des humeurs qui élevaient à la tête. Ça, c'était pour expliquer les petits étourdissements que le roi présentait de temps en temps. Alors, la médecine galénique, hippocratique, à l'époque, des méthodes diagnostiques assez limitées, et en fait, les médecins tâtaient le pouls, ils miraient les urines, et ils s'intéressaient aussi à l'aspect des selles. Molière nous le dit, hein, Sganarelle, on va parler du pouls pour commencer. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Dans une autre pièce, le pouls de monsieur est un pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Et alors il sort des qualificatifs du pouls, mais qu'on retrouve dans la médecine de l'époque. Duriuscule, ça c'est un mot que Molière a inventé, évidemment caprisant, ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique. Vallot a dit, je ne trouvais pas son pouls sans une émotion considérable. C'est le pouls qui marque l'émotion, c'est pas Vallot. Donc, on ne remarquait au pouls qu'une légère érection. À propos des urines, Sganarelle, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'Aigretan? Ah, voilà l'urine qui marque une grande inflammation dans l'intestin. Elle n'a pas mauvais goût. À vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille, il faudrait que je lui redonne une potion bizarre. Donc ici, alors on s'étonne, mais vous le goûtez, vos collègues ne font que la regarder. Oui, mais moi je la goûte parce que je suis un médecin extraordinaire. Il faut dire que pendant un certain temps, goûter l'urine était la seule manière de faire le diagnostic de diabète parce qu'elles avaient un goût sucré, donc, avec le sucre qui est la glycosure. Et que font les médecins du roi, d'Aquin? Je fus entièrement déterminé par les urines, qui me marquèrent quelques heureux commencements de coction. Bien qu'elle ait regardé. Fagon, le roi pissa. Ah, ici, on va entrer évidemment dans ces pierres, ces crises de colimérie. Le roi pissa beaucoup et rendit plusieurs grains de sable. Il pissa une urine trouble et teintée de sang. J'imagine maintenant, si un journaliste écrit dans le journal, le roi pissa quelque chose, ça ferait un petit scandale. Mais là, on écrit ça. Il pissa une urine trouble et teintée de sang. Il jeta un peloton de sable qui renfermait un grain fort dur que je ne pus écraser, gros comme un petit grain de sel à envinégo et piquant. Alors, d'accord, les médecins du roi là ne goûtaient plus l'urine, mais ils n'hésitaient pas à mettre les doigts dedans, comme vous pouvez le constater. Les selles maintenant. Molière, Sganarelle, va-t-elle où vous savez, copieusement? La matière est-elle louable? Dans une autre pièce, le premier médecin, vos déjections, comment sont-elles?
Et puis dans le malade imaginaire, Argan qui s'intéresse aux résultats de ces purges, ai-je fait de la bile? Et Toinette de lui répond, c'est à monsieur Fleurant, c'est l'apothicaire, hein, d'y mettre le nez puisque c'est lui qui en a le profit. Et que disent les premiers médecins des selles royales? D'Aquin, le roi s'ouvrit assez amplement, matière indigeste dont l'évacuation apporta le calme à cette petite bourrasque. Le roi se présenta 12 ou 15 fois à la garde-robe et vida quantité de bile. Sa Majesté avait jeté beaucoup d'humeur très écumeuse avec un ver mort, parce qu'il était aussi le haut privilégié de vers intestinaux, et régulièrement les médecins du roi décrivent qu'il éliminait soit un ver mort, soit même parfois un ver encore vivant. Fagon. En 24 heures, le roi fut 25 fois à la garde-robe, des excréments bouillants, et le reste du jour, il rendit des vents secs. Un autre moment, débordement de matière et d'humeur écumante, et puis ça se termine par une petite selle enrochée avec un peu de bile par-dessus. Et un autre moment, il passa ensuite chez Madame de Maintenon, où il fit 2 selles très indigestes et puantes, et à la fin, les choses s'arrangent, hein, des petits brins qui commençaient à se lier. On peut se dire qu'il allait visiter Madame de Maintenon pour autre chose, enfin. Et donc, quand on reprend à travers le journal les descriptions des selles de Louis XIV, d'abord on y trouve souvent des aliments tels quels, non digérés, souvent des petits pois dont apparemment ils ont une consommation extraordinaire, des artichauts, des truffes et des vers vivants ou morts. Alors la forme varie, c'est tantôt un boudin, tantôt des petits rochers, des brins, des glaires, parfois même une bouse de vache, nous dit-on. Et les qualificatifs alors qui les accompagnent sont vraiment épiques, hein, puisqu'on parle de selles prodigieuses, extraordinaires, surprenantes, amples, bouillantes, écumantes, ardentes, moussantes, piquantes, exaltées, cuisantes, détrempées. Et alors ça c'est encore moins flatteur pour le roi, évidemment, corrompue, puante, indigeste, gluante, avec une odeur de corroyeur. Alors pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter la Médina de Fès et de circuler dans le quartier des tanneurs, en tout cas il y a quelques années, ils ont une bonne idée de ce qu'était l'odeur de corroyeur. Alors les traitements, c'est les traitements classiques de la médecine hippocratique et galénique, c'est la saignée, la purge et le lavement, l'épicène. D'ailleurs Molière le décrit bien, il y a une discussion de médecins autour de M. de Poursognac, et qu'est-ce qu'on dit? Je suis d'avis qu'il soit phlébotomisé libéralement, et en même temps de le purger, et évacuer par purgatif propre et convenable, et un autre d'y ajouter et de lui donner un petit lavement pour servir de prélude et d'introduction à ces judicieux remèdes. Évidemment, dans le malade imaginaire, le ballet final en latin cuisine culmine, hein, les trois armes sont là, clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare. Et ce bachelier qui passe son examen et qui répond chaque fois qu'on lui demande comment allez-vous traiter ceci, allez-vous traiter, c'est toujours clisterium donare, postea segnare, ensuite à purgare, et le cœur répond bene respondere. Dans le journal, on peut compter, je ne suis pas sûr que ce soit exhaustif, mais j'ai compté que sur le temps du journal, de 1652 à 1711, Louis XIV avait été saigné au moins 50 fois, il avait été purgé 268 fois, et avait reçu 84 blisters. Un peu plus de détails sur la saignée. Molière dit d'ailleurs avec Sganarelle, comme on voit, parce qu'on lui demande mais pourquoi me saigner, je me sens bien. Sganarelle répond, comme on boit pour la soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir. Et Fagon nous dit, on a tiré, chaque médecin décrit, chaque fois qu'il fait saigner le roi, et Fagon est celui qui décrit le plus combien on a retiré de sang. Il le chiffre en poilettes, mais une fois, une poilette c'est le petit poêlon dans lequel le sang coulait après avoir coupé la veine. Vous avez là, ça vient du musée de la médecine, une trousse à saigner de l'époque. On a tiré 16, mais à un moment donné, Fagon dit on a tiré 16 onces de sang au roi en 3 poilettes. Alors, une once, ça fait à peu près 31 grammes,
Et donc on peut alors de là déduire combien faisait une poêlette, et comme par ailleurs il donnait les autres fois, il y a eu 5 poêlettes, 3 poêlettes, 4 poêlettes, on peut plus ou moins évaluer, avec des extrapolations évidemment, combien on a tiré de sang au roi. Ça fait à peu près 25 litres de 14 à 73 ans, donc il a renouvelé 5 fois son volume sanguin au cours de sa vie grâce au CD. Les purges, Molière, ça vous savez, il en parle beaucoup, hein, une bonne médecine purgative et corrobative composée de castrescentes et de sénés léventins. Et là vous voyez Vallot, le roi fut purgé avec de la casse et du séné. Et donc on retrouve exactement le même traitement. Vous avez là un pot de séné d'une ancienne pharmacie. Donc on retrouve exactement les traitements que les médecins du roi prescrivaient et que les médecins de Molière vantaient. Donc le résultat évidemment de ces purges ne sont pas tristes, hein, et là les premiers médecins tiennent beaucoup à décrire le succès qu'ils ont remporté avec leur traitement. Et donc, sa médecine, donc la purge, le vida si heureusement de quantité de bile et autres matières épaisses que le roi se trouva délivré de toutes ces petites fumées qui l'inquiétaient. Fagon, la médecine, toujours donc la purge, poussa promptement 3 selles prodigieuses, hein, d'excréments écumants, et le tout jusqu'à 20 selles, le roi était purgé. Sa Majesté en a été promptement et abondamment purgé d'un prodigieux bassin plein jusqu'au bord, et par moments il dit qu'il est tellement plein ce bassin qu'on ne peut plus le prendre sans tremper les pouces dedans, mais donc ils sont très fiers de la quantité produite. Les Christères, donc dans Molière évidemment, Purgon est très fâché que Argan a refusé de prendre son clistère, hein. On a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit, un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même, et Argan, quand il fait le compte de tout ce qu'il a eu comme médecine, il dit un petit clistère insinuatif, préparatif et émollient, Daquin ne dit rien d'autre, je lui fis prendre un petit lavement, qui calma entièrement ce petit désordre, ému par une légère portion de bile dont l'acrimonie avait effleuré l'intestin. Vous voyez le style très délicat. Et un autre moment, ce qui m'obligea à faire prendre à Sa Majesté un lavement anodin qui calma toutes ces choses. Autre accusation, les médecins sont des querelles entre eux. Et dans Molière, il y a des discussions entre des médecins, dans l'amour médecin, qui sont au chevet du malade. Un des médecins, Thomès, dit « Je conclus à la saigner le plus tôt possible ». De Faune-Andrès, l'autre médecin, dit « Je conclus à lui donner de l'émétique ». Donc l'émétique, c'est de l'antimoine, on va y revenir. Thomès, je soutiens que l'émétique le tuera. De Faune-Andrès, et moi, que la saignée le fera mourir. Donc querelle. Alors il faut savoir que dans cette pièce, on pense que Molière a mis en scène, sous des faux noms, des médecins de la cour. Et que c'était, je pense, Boileau qui avait trouvé les noms à partir des étymologies grecques, essayant de traduire un des caractères du médecin en question. Donc Thomès, c'est Daquin, qui est celui qui saigne. Un Macroton, c'est Guénaud, qui était le premier médecin de la reine et qui parlait très lentement. Baïs, c'est Esprit, qui est le premier médecin de la reine, et de Faune-Andrès est le premier médecin de la femme du frère du roi, donc de Madame. Et donc c'est eux qui sont mis en scène. Et Guy Patin nous dit qu'à Calais, lors de la maladie de Calais, donc le typhus sans doute, ces médecins, qui étaient là à son chevet, Guénaud, Vallot et Daquin, il y eut une dispute entre Vallot et un autre médecin touchant la saignée. Mais ce n'est pas tout. À propos de l'antimoine, qui venait surtout des médecins diplômés de Montpellier, très influencés par la médecine chimique des Arabes et de Paracelse, qui lui avait développé l'antimoine, du vin fait avec de l'antimoine, plutôt de l'antimoine mis dans du vin, et qui était un émétique, donc il faisait vomir, mais aussi un purgatif puissant. Et Paris ne voulait pas entendre parler du vin émétique, en tout cas Patin, on va le voir. Mais dans Molière, fait allusion à cette querelle, notamment dans Don Juan, Sganarelle, qui s'adresse à Don Juan qui ne croit en rien, et lui dira d'ailleurs, mais vous êtes aussi hérétique en médecine. Et donc, Sganarelle dit quoi? Vous ne croyez pas au vin émétique?
Et après, Don Juan va dire, que s'est-il passé? Bien, le malade est mort, et Don Juan lui dit, belle efficacité. Mais oui, mais ça faisait déjà 8 jours qu'il était malade, et nous avons réussi à ce qu'il meure, donc c'est le moment où il a pris du vin émétique. Alors Thibaut dit dans Le médecin malgré lui, mais tout ça n'a été que de longan miton mitaine, donc là en patois, il valait l'ibailler d'une certaine drogue que l'on appelle le vin améthyle, mais c'est évidemment bien du vin émétique qu'il s'agit. Alors la grande affaire, ça a été cette maladie de Calais. Vallot qui croyait au vin émétique, alors que le vin était interdit par la faculté de Paris, ce vin émétique était interdit. Et donc il raconte. Queneau arriva de Paris avec Daquin, après en consultation. On appelait alors toute la maison médicale quand les affaires allaient mal. Nous consultâmes incontinent après leur arrivée. Nous avons conclu à la saignée du pied. Mais j'ai proposé, dit Vallot, la purgation. Et là, les opinions au sujet de la médecine ont divergé. Certains voulaient donner la casse, le séné. Je proposais le grand remède. 3 onces de vin émétique. Et Vallot fait même venir Mazarin pour obtenir la décision de donner du vin émétique. Bon, alors le roi a toujours été très mal, et après il a guéri, sans doute pas du tout à cause du vin émétique, mais enfin. D'ailleurs, Guy Patin a dit, ça a été une fièvre continue putride qui avait besoin seulement de la saigner, sans aucun besoin de vin émétique. Et d'ailleurs, la faculté de médecine de Paris, en 1566, avait interdit. L'antimoine est une substance vénéneuse et son usage est interdit. Et Guy Patin de dire, les chimistes, les apothicaires et les charlatans sont les démons du genre humain, principalement quand ils se servent de l'antimoine. Mais après la guérison attribuée au vin émétique de Louis XIV, de son typhus, il y a eu tout un courant qui a fait que le Parlement de Paris a autorisé tout docteur et médecin de se servir du dit vin émétique pour la cure des maladies. Donc ce médicament a eu pignon sur rue. Je suis tombé sur un case report, donc la relation d'un cas dans le New England Journal of Medicine il n'y a pas tellement longtemps, où il décrivait une intoxication au tartaro émético. En fait, c'est un homme qui était rentré, une cinquantaine d'années, qui était rentré chez lui complètement sous, et sa femme, pour le faire vomir, pour le libérer de l'alcool, lui a fait prendre un produit, c'était d'origine mexicaine, un médicament en médecine traditionnelle mexicaine, qui s'appelait le tartaro émético. Après ça, il est tombé terriblement malade, il a fait une hépatite aiguë, une insuffisance rénale aiguë, mais il s'en est sorti. Et donc, ils ont pu montrer que cette substance, ce produit que sa femme lui avait fait prendre, c'était de l'antimoine. Donc, une intoxication antique. Curieusement, dans la discussion du cas, ils ne font pas allusion à la querelle du vin émétique. Évidemment, sur les anglo-saxons, on ne connaissait pas ce qui se passait à Paris au XVIIe siècle. Autre querelle, le quinquina. Alors là, le quinquina a été mis à la mode aussi à Versailles, parce que Daquin, pour une fièvre que le roi avait développée, lui a fait commencer l'usage du quinquina. Quinquina, dont Guy Patin ne voulait pas entendre parler, poudre de jésuite, de laquelle je n'ai vu dans Paris aucun bon effet. Effectivement, le quinquina nous est venu d'Amérique du Sud, ramené par les jésuites, qui l'ont commercialisé en Europe, et en fait est condamné dans les fièvres, en particulier utile dans la fièvre, dans la malaria, dans le paludisme, et nous savons aujourd'hui pourquoi. Le quinquina, ça contient de la quinine, évidemment, donc c'était en soi un bon traitement précurseur, et à partir du moment où le roi en prenait, Racine écrit à Boileau, tout le monde à la cour a le ventre plein de quinquina, parce qu'évidemment tout le monde prenait alors du quinquina. Les cures thermales, autre source de conflit. Molière dit d'ailleurs, 15 fois saigné, il ne guérit pas, c'est que la maladie n'est pas dans le sang. Nous le ferons purger autant de fois pour voir si elle n'est pas dans les humeurs. Et si rien ne nous réussit, nous l'enverrons au bain. Donc les cures thermales faisaient aussi partie, ou les eaux thermales faisaient aussi partie des traitements de l'époque. Et Vallot avait donné, pour le mal étrange, à Louis XIV, il avait donné des eaux de forge, ce qui lui a donné du souci, parce qu'on a dit que c'est à cause de ça que le roi était devenu malade par la suite. Et Vallot faire paraître à toute la France que j'avais trop témérairement fait prendre des eaux minérales au roi.
Guy Patin disant d'ailleurs « Ce mal a succédé à l'usage des eaux de forge desquelles il n'avait pas besoin. » Et on va retrouver cette même querelle avec la fistule anale de Louis XIV, cette fois-ci entre Daquin et Fagon. Daquin écrit dans le journal en critiquant ses collègues qu'il avait dû les convaincre de combien il aurait été inutile d'aller aux eaux de Barège, parce que les autres avaient proposé une cure aux eaux de Barège. Ce à quoi Fagon reprend, quand il reprend l'écriture de journal, il règle ses comptes évidemment avec Daquin, et il dit « Monsieur Daquin avait prévenu le roi contre cette opération », insinuant que Daquin refusait l'opération de la fistule, et donc, par désespoir, ils avaient proposé d'aller à Barège, dont ils avaient entendu dire grand bien. Guy Patin, à propos de ces cures thermales, a écrit à un moment donné « Elles font bien plus de cocu qu'elles ne guérissent de maladies. » Est-ce que ça a changé? Bon, mais non, ça a changé. Alors, les médecins ont toujours des querelles. La disgrâce de Daquin. De Sourches nous dit que, souligne tout de suite dans ses chroniques, qu'il y avait évidemment une concurrence entre Fagon et Daquin. Fagon, il parle de Fagon, il dit Fagon était homme d'esprit, mais grand ennemi du premier médecin du roi, qui à l'époque était Daquin. Et Dangeau, au moment où Daquin est limogé, Dangeau écrit dans ses chroniques, le roi a envoyé M. de Pontchartrain, qui était son grand chancelier, à M. Daquin pour lui porter ordre de se retirer. Et de ne plus se présenter à la cour, de ne plus écrire, de ne plus se montrer. Et, un peu plus loin, le roi a dit à son lever à M. Fagon qu'il le faisait son premier médecin. Et donc là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Saint-Simon nous précise que Daquin est une créature de Madame de Montespan, tandis que Fagon était plutôt protégé de Madame de Maintenon, et Saint-Simon de préciser, Madame de Maintenon sapait depuis longtemps Daquin, profita du dégoût, elle vit le roi d'un homme qui demandait sans cesse, il venait encore de harceler le roi pour obtenir un archevêché pour ses fils, le résolut à le chasser et prendre à sa place, et prendre Fagon à sa place. Donc effet collatéral aussi de la rivalité entre Madame de Montespan et Madame de Maintenon. Et dans le journal, il se querelle aussi, puisque effectivement Daquin a écrit le journal jusqu'en 1793, Fagon le reprend, et donc Daquin critiquait anticipativement Fagon, qui était toujours évidemment autour, était souvent à côté de lui au chevet du roi, et puis quand Fagon reprend la rédaction du journal, il règle évidemment ses comptes. Ainsi, il écrit, juste au moment où il reprend le journal, et il est étonnant qu'il, donc c'est Daquin, n'ait pas tâché d'obtenir que le roi voulut bien quitter l'usage du vin de Champagne. Et Dangeau nous le confirmera, le roi n'a jamais bu que du vin de Champagne et l'a quitté entièrement pour boire du vin de Bourgogne par l'avis de M. Fagon. Donc là, il y a toute une théorie sur les effets des vins, Fagon affirmant que le champagne ne convenait absolument pas à Louis XIV, notamment parce qu'il avait la goutte, alors il lui donne du Bourgogne. Hein, bon. Voilà. Mais c'est ça ce qui se passe. Et cette rivalité, donc à l'époque on ne parle pas des Bordeaux, évidemment, parce que les Bordeaux c'est pour les Anglais, tout le Bordelais partait vers l'Angleterre, et donc à la cour de France, c'était la Champagne et la Bourgogne. Et on retrouve d'ailleurs ce conflit dans la chanson Les joyeux enfants de la Bourgogne, puisqu'on dit Madère et Champagne devant la Bourgogne salués 3 fois. Mais en plus, il faut savoir que très récemment, les régions Champagne et Bourgogne ont introduit simultanément leur dossier pour être reconnus comme patrimoine de l'UNESCO. Les deux, ce n'était pas possible, donc l'affaire a été postposée. Nous saurons un jour comment s'est terminée cette guerre des vins. Les querelles autour de la fistule anale. Donc, il y a une très longue description de tous les traitements qui ont été appliqués sur cette fistule, traitements d'abord médicaux, onguents, toutes sortes, et puis finalement il décide à l'opération réalisée par Félix, qui va aller s'entraîner dans des hospices sur d'autres malades, il y a eu quelques morts d'ailleurs, qu'on enterrait le matin sans sonner les cloches, pour qu'on ne s'aperçoive de rien, et pour préparer l'instrument dont il allait se servir chez Louis XIV, ce dont les chroniqueurs se sont réjouis, parce que comme ça il avait fallu faire qu'une ou deux incisions et pas chipoter trop longtemps.
Tout ça sans anesthésie, évidemment, et puis après cautérisé, enfin, etc. Oui, j'oublie de dire que quand il a eu sa nécrose du maxillaire, on a refermé les orifices par des cautères, par du fer chaud, qui ont provoqué une réaction cicatricielle des gencives, et qui ont fini par boucher l'orifice, évidemment. Donc, mais tout ça sans anesthésie. Ici, Daquin écrit « Il est difficile de concevoir de quelle manière le boyau a été percé. » Donc vous voyez comment ça se posait des questions sur l'origine de la fistule. Et pour ne faire aucun jugement douteux, l'air de dire, c'est le traitement que les chirurgiens ont fait, il vaut mieux croire qu'il l'a été avant que la tumeur ne perce. Donc Fagon ne peut pas accepter ça, puisque lui était du côté de Félix, le chirurgien. Il paraît surpris que l'intestin du roi se soit trouvé percé. Il veut malignement insinuer qu'il aurait été percé par la sonde. Et puis alors suit de longs arguments pour expliquer qu'il n'en est rien. On avait bien vu que la fistule était là bien avant tout cela. Et donc Daquin est malveillant en écrivant ça. Et puis, le tempérament du roi. Fagon dit « Monsieur Daquin suppose que le roi est naturellement bilieux. Leur inclination, pour les bilieux, les porte à la colère et à l'emportement. » Il décrit aussi les bilieux ont le teint jaunâtre, etc. Et puis il dit, il leur rien de tout cela pour le roi, n'est-ce pas? Donc il n'a sûrement pas de colère, c'est un homme calme, patience et sang-froid ne l'ont jamais abandonné. Et regardez ce teint magnifique que toutes les femmes lui envient. Et il y va, on retrouve le courtisan. Et donc le tempérament du roi est celui d'un héros. L'humeur mélancolique y a toujours prédominé. On retrouve là l'idée que pour être médecin du roi, premier médecin, et surtout le rester, il faut être un bon courtisan, évidemment. Conclusion. Je crois que j'espère vous avoir convaincu par la confrontation des textes et leurs analogies que finalement les médecins qui étaient sur les planches du théâtre de Molière, c'était les mêmes qui étaient au chevet de Louis XIV, même comportement, même méthode diagnostique, même traitement. Et donc la longévité de Louis XIV, quand on voit ce qu'était la médecine à l'époque, et Louis XIV a bénéficié de la meilleure médecine du moment, compte tenu de sa personnalité, on peut imaginer que ces médecins étaient les plus réputés. Et donc il faut bien conclure qu'il avait vraiment génétiquement une bonne nature pour pouvoir résister aux médecins et à leur traitement. Mais les maladies de Louis XIV ont eu des conséquences. D'abord, le vin émétique a trouvé droit de cité. Ça, c'est pas une bonne affaire, parce que l'antimoine, ça reste un poison. On dit d'ailleurs que son nom vient de là, hein, il a tué des moines qui en ont fait l'essai les premiers. L'usage du quinquina s'est généralisé. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que le quinquina, c'est la quinine, pour traiter le paludisme, c'était une bonne arme. La circulation du sang a été reconnue et enseignée, on ne peut que s'en réjouir. La Bourgogne a vaincu la Champagne, ça je vous laisse juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Le port de la perruque haute et abondante était à la mode, parce que ça je n'en ai pas fait mention, mais Louis XIV était chauve depuis, je crois, autour de la maladie de Calais, ou même peut-être la variole avant, je ne sais plus. Mais donc très jeune. Il était chauve suite à une maladie. Il s'est retapé, mais il n'a pas retrouvé ses cheveux. Et donc il a demandé à son perruquier de lui faire une belle perruque à cheveux naturels, la plus abondante possible. Et du coup, toute la cour, évidemment, a dû suivre le roi pour avoir cette même chevelure abondante et haute. Et donc, en tout cas, ça a fait la fortune des perruquiers. Mais la fistule anale a eu aussi des conséquences. D'abord, Lully. Ça l'a tué. Parce que, lorsque le roi est guéri, ça arrivait d'ailleurs dans d'autres maladies aussi, quand le roi guérissait, on rendait hommage, on faisait des messes, des tédéums, tout pour remercier Dieu d'avoir gardé le roi à la France. C'était aussi une façon de montrer qu'il était protégé par Dieu, hein, puisque c'était de droit divin, et que donc c'est grâce à Dieu qu'il avait guéri, donc on faisait des messes, etc. Et donc il y avait un tédéum que Lully, qui était en disgrâce à l'époque, a voulu diriger lui-même pour remonter en grâce. Et vous savez qu'il marquait le rythme avec un grand bâton, et il s'est tapé avec ce bâton sur le pied, probablement que lui-même était déjà un peu comme Louis XIV, artéritique ou diabétique, et donc il a fait une gangrène du pied qui l'a emporté. Les chirurgiens de Saint-Côme, à la suite de soi, ont pu porter la robe et le bonnet, parce que Louis XIV a reséparé les barbiers des chirurgiens.
Et donc, du coup, les chirurgiens ont pu, au collège de Saint-Côme, faire des thèses, parler latin et porter la robe et le voile. Et alors, plus curieux, je ne sais pas si c'est vrai, mais on retrouve ça dans les textes, Jacques II Stuart, qui était en exil en France à cette époque-là, a assisté à un des tétéums en hommage de la guérison du roi, et qui était chanté par des demoiselles de Saint-Cyr. Je crois que la musique était quand même encore de Lully, mais c'est pas Lully n'était pas là à ce tétéum-là. Il a été tellement charmé par la chanson, le chant qu'il a entendu, qu'il a demandé à Louis XIV de pouvoir prendre ce chant pour sa maison royale. Et on dit que c'est l'origine du God Save the King anglais. Bon. On dit ça. C'est une théorie. Bon, voilà. Donc voilà, donc c'est moralité de la moralité, un orifice, hein, même s'il est subalterne, s'il est royal, vous voyez, ça peut entrer dans la légende. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, étant donné le sujet, ça ne va pas être particulièrement facile de poser la première question. Je suppose que l'hygiène n'était pas à la hauteur, évidemment. Alors ça a dû causer aussi pas mal de maladies. Il devait être couvert de poux. Oui, ben, le typhus déjà indique que ça se transmet par les coups des vêtements. Donc, mais ça c'était la promiscuité des troupes en campagne. Hein, tout le monde. Cela dit, il n'y avait pas de toilettes dans les châteaux. Hein, et donc les gens, c'est écrit par un chroniqueur d'ailleurs que l'odeur était pestilentielle au Louvre par exemple, liée aux déjections que tout un chacun faisait là où il pouvait. Donc ça c'était aussi une des choses. Alors, pas d'hygiène. Donc, quand on décrit tous les malheurs intestinaux du roi, il est évident que les dysenteries bactériennes, c'était la monnaie commune pour tout le monde. Le nombre de verres qu'il a eu aussi montre que les aliments, évidemment, n'étaient pas hygiéniques. Mais il mangeait des quantités extraordinaires que Saint-Simon, dont Saint-Simon trouve l'explication à l'autopsie du roi, où ils ont été impressionnés par la taille de son intestin. Et donc, la description des repas de Louis XIV sont impressionnants. Et d'ailleurs, ce médecin attribue parfois à des excès alimentaires l'ouragan qui suit, hein, en décrivant alors les morceaux de gibier, les petits pois, voilà, les artichauts, il mangeait trop d'artichauts. Donc, effectivement, mais donc tous ces aliments étaient sur le plan de l'hygiène contaminés. Pourquoi aussi l'eau? Pourquoi ne pouvait-on pas se laver, prendre des bains? Est-ce qu'il y a eu une contre-indication? Non, il n'y avait pas de contre-indication. Je crois que ce n'était pas dans les habitudes. Bien que certains, notamment les bains, développaient la théorie que grâce aux bains, les toxines allaient s'échapper de la peau. Donc c'était conseillé par certains, mais c'est vrai que ce n'était pas dans les mœurs de prendre des bains très régulièrement. Je ne veux pas dire qu'il n'en prenait pas, mais de prendre des bains très réguliers. Il me semble qu'il y avait aussi l'idée de la peur de la contamination par tout ce qui était eau putride, mais là, même les siècles précédents... Oui, ça c'est possible. Et ça, je dois dire que je n'ai pas étudié particulièrement cet aspect-là. J'ai lu, mais il y a tellement longtemps que je ne me souviens plus bien, un bouquin sur l'hygiène au Moyen-Âge, enfin pas seulement au Moyen-Âge, à travers les temps, et notamment le problème des bains. C'est vrai qu'à un moment donné, les bains étaient publics et considérés comme des bordels, et donc ça a été fermé aussi, au Moyen-Âge, je crois, juste après. Vous avez fait un tableau plutôt noir de la médecine à cette époque-là. Et vous avez montré que Molière n'a pas exagéré du tout en ce qui concerne ses critiques vis-à-vis du médecin. Bon, moi je retiens du XVIIe siècle qu'il y a eu des progrès énormes en astronomie, en physique, en mathématiques, et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pratiquement pas eu en médecine.
Non, non, la médecine du XVIIe. Après, peut-être arriver la circulation du sang, ça c'est un progrès, dans la connaissance, pas encore dans les traitements, évidemment. Bon, il y a eu quand même aussi, mais c'est pas en Angleterre, avec Sydenham, il y a eu l'utilisation quand même de l'opium d'une manière vraiment médicale, et à l'époque où les traitements étaient ce qu'ils étaient, l'opium n'était pas un mauvais médicament, évidemment, notamment. Et c'est étonnant que Louis XIV n'en a jamais reçu au moment de toutes ces interventions chirurgicales. Hein. Pas le moindre antidouleur dans tout ça. Ils ignoraient ça, enfin, ils ne voulaient pas le savoir. Donc ça c'est très curieux. Donc effectivement, la médecine, à part cela, au XVIIe, c'est comme la Renaissance aussi, il ne s'est pas passé grand-chose en médecine à la Renaissance non plus. On est resté, en tout cas avec la médecine en Occident d'ailleurs, on est resté sur Galien. On est resté sur Galien. Par un ou deux programmes. Montpellier est l'université qui s'est le plus ouverte à la chimie, mais la chimie des Flandres de l'époque, c'est par Paracelse. Mais bon, à part ça, peu de choses. Non, la médecine, vraiment, elle décroche au 19e. Il faut la révolution clinique, je vais dire, qui suit la révolution française, avec des gens comme Laennec, Corvisart, en France, où ils reviennent à la sémiologie, ils recommencent à examiner. Avant, la médecine, elle se faisait dans les amphis de la faculté. On n'enseignait pas la médecine au chevet des malades. Après la Révolution française, elle est revenue à l'hôpital et l'enseignement de la médecine s'est fait au chevet du malade. Il y a eu les grands progrès de l'anatomopathologie, du microscope, avec les autopsies et la description des lésions des organes, et de mettre alors en rapprochement les lésions des organes observées à l'autopsie avec les signes que le malade avait présentés. Et là, on a créé la première nosologie objective. Un foie qu'on trouve à l'autopsie petit, dur, bosselé, c'est une cirrhose. Et si le patient avait de son vivant quelques signes, eh bien on pourra dire que quelqu'un qui a ces signes-là a sans doute une cirrhose aussi. Et là, ça a été le grand progrès de la médecine clinique, mais ça c'est le début du 19e. Et puis alors est arrivée la médecine expérimentale, donc Claude Bernard est un exemple, et là on a commencé à appliquer à la médecine les progrès de la physique et de la chimie. La chimie s'est développée aussi au début de ce siècle. Et c'est à ce moment-là, et avec la médecine expérimentale, bon, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant. Harvey, il a fait de la médecine expérimentale pour démontrer la circulation du sang. Il a ligaturé. D'abord, il a fait une observation tout à fait facile à faire. C'est en comprimant les veines, on peut voir dans quel sens va le sang. C'est facile. Personne n'avait pensé apparemment à faire ça, et donc lui a montré que le sang n'allait pas dans le sens que racontait Galien. C'est le premier étonnement. Et puis chez l'animal, alors, il a ligaturé la veine cave, les veines caves, et il a vu que le cœur se vidait. Bon, c'est réglé, le sang n'est pas comme ça. Et puis il a ligaturé l'aorte, et il a vu que le cœur gonflait et a explosé. Donc le sang n'est pas là, donc il a refait la circulation du sang, expérimentalement. Mais à part lui, avant ça, il n'y avait pas d'expérimentation. Enfin, digne de ce nom. Et donc la physiologie, la physiopathologie, c'est le 19e siècle. Et puis la biochimie à la fin du 19e siècle. Le microscope, la théorie cellulaire, tout ça c'est le 19e siècle. La cellule, c'est le 19e siècle. Et puis il faudra attendre au début du 20e pour arriver avec les génomes, etc. Et je veux dire que la médecine qu'on connaît aujourd'hui, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, la deuxième moitié. Hein. La pénicilline, c'est la guerre de 40. Pénicilline. Et la streptomycine aussi, premier traitement efficace de la tuberculose. Donc tuberculose, elle est connue depuis l'Antiquité. Autour de Louis XIV, tout le monde meurt de tuberculose. Louis XIII est sans doute mort de tuberculose, Molière meurt de tuberculose. Donc on la connaît, la tuberculose. Et on dit que c'est la tuberculose. On le sait. Il a fallu la fin du 19e pour que Koch trouve quel était le bacille responsable. Et dit, c'est ce bacille-là qui donne la tuberculose. C'est de le prouver aussi expérimentalement. Mais le traitement, alors, il a fallu attendre la streptomycine, ça c'est les années 40. Donc voilà. Et les progrès, c'est vraiment deuxième moitié du 20e.
L'ADN, c'est 1953, une chose comme ça. Hein, et le temps qu'alors ça passe dans les applications, là il faut encore quelques années. Et tout le reste, c'est quand moi j'ai ma première pratique médicale, jeune médecin diplômé, j'entre à l'hôpital. On faisait des diagnostics. Scanner n'existait pas. L'échographie n'existait pas. Résonance magnétique n'en parlait pas. Le dosage de la plupart des hormones, on ne pouvait pas faire, on n'avait pas les immunoessais. Donc on faisait le diagnostic très indirect. Hein. Pour diagnostiquer l'hyperparathyroïdie, bon, une banalité. Aujourd'hui, dosage parathormone, pouf, 2 heures après, il y a trop de parathormone. À l'époque, on devait faire des clérances du phosphore sur la cléarance de créatinine. on faisait des diagnostics paraphosphaturie induite par l'hyperparathyroïdie. Voilà. Bon, maintenant... Et donc tout ça, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Donc on est un peu étonné, effectivement, enfin on n'est pas étonné de voir qu'avant le 19e, entre Galien et le 19e, il n'y a pas beaucoup de différence. D'autres questions ou interventions? Mais je crois qu'on faisait vraiment la différence entre médecin et chirurgien. C'était tout à fait... Oui. D'abord, les médecins ne pouvaient pas, parce que ça n'allait pas avec leur statut. Les médecins ne faisaient rien. Il y avait les chirurgiens qui faisaient des pansements. Donc, s'il y avait un pansement à faire, le médecin ne le faisait pas. Il ordonnait aux chirurgiens de le faire. Donc, tous les traitements externes, c'était... Alors, les chirurgiens, il y a d'abord eu les barbiers, puis les barbiers chirurgiens, et puis on a séparé les barbiers des chirurgiens, et les barbiers ont continué à pouvoir faire certains gestes, mais pas tous. Le saigner, par exemple, continue. La saignée, ils disent, nous avons fait saigner le roi. Hein. Quand ils disent, nous avons saigné le roi, c'est pas eux, c'est le chirurgien qui est appelé, et qui vient saigner le roi, ou le barbier chirurgien. Donc, les médecins ne font rien. Les médicaments, ils prescrivent, ils disent, vous prendrez du séné et vous me ferez un clistère, c'est pas eux qui vont le faire, c'est l'apothicaire, et c'est l'apothicaire qui va administrer le clistère. Donc effectivement, les médecins, ils pensent. Et ils parlent en latin. Mais c'était le premier médecin, qu'on appelait l'archiatre d'ailleurs, était le chef de tout. De toute la maison médicale, chirurgicale, des apothicaires. C'était une cinquantaine de personnes qui étaient là, parce qu'il y avait ceux qui étaient par quartier aussi. Il y a tout le temps quelqu'un près des rois. Eux, le plus souvent, mais quand même, quand ils allaient dormir, il y avait des médecins par quartier qui prenaient le relais, mais qui l'appelaient s'il y avait un problème. Et c'est lui qui, y compris pour les chirurgiens, il interdisait à des chirurgiens de faire ci ou faire cela. D'ailleurs, dans les querelles qu'il y avait entre eux, on reprochait parfois, justement, à Daquin d'avoir empêché le chirurgien d'avoir fait la saignée qui allait sauver la reine, etc. Alors, Vézal, c'est intéressant, d'abord c'est un siècle avant, mais Vézal a décrit l'anatomie, mais il était médecin aussi, puisqu'il a été médecin, je crois, de Sarlequin, il a même été appelé en consultation auprès d'Henri II, là, qui avait reçu une lance dans le cerveau. Donc il a pratiqué la médecine aussi, et d'ailleurs il a abandonné l'enseignement, qui était son premier métier, l'enseignement d'anatomie, pour devenir médecin. Les mauvaises langues disent que c'était plus lucratif d'être un médecin à la cour de Charles Quint que d'être professeur à Bologne ou à Padoue. Voilà. Mais donc, lui a fait une très belle... Il a disséqué les cadavres et il a fait une très belle description de toute l'anatomie qui est revue. Mais, de manière très intéressante, l'affaire des ventricules, là, du sang qui passe des ventricules. Vézal, qui est un très bon observateur, en plus il se fait aider pour peindre les planches anatomiques d'élèves, je crois, de l'école du Titien, donc des peintres professionnels, des artistes. Donc il peigne tout ça, il voit. Et donc il voit quand même, et il écrit que la paroi interventriculaire entre les ventricules est très épaisse,
Et même avec un examen attentif, on ne voit pas de trou de pore entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Et donc de conclure, il faut quand même, je ne sais plus le texte exact, mais le sens est le suivant, il faut quand même admirer le Créateur qui a réussi à faire transsuder le sang du ventricule gauche dans le ventricule ou du ventricule droit dans le ventricule gauche. Pardon. Donc, alors qu'il voit que c'est impossible, puisqu'il voit la paroi interventriculaire, son épaisseur, il a été cherché partout, s'il ne voyait pas de trou, il n'en voit pas, il le dit, il n'y en a pas, mais il dit, alors c'est que ça transsude grâce au Créateur. Voilà. Alors dans sa deuxième édition, intéressant, il parle au conditionnel alors, que le sang transsuderait ou pourrait transsuder. Donc il est moins affirmatif dans sa deuxième, et un peu plus loin, il dit il faut que ça serait remettre en question Galien, et ça c'est too much, c'est trop de travail, ça je peux pas. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais ça revient à dire ça. Il n'ose pas. Donc oui, même un esprit extrêmement concret, la force du dogme est telle qu'il s'y soumet, ça ne lui vient pas l'idée d'oser contredire Galien. Donc voilà, donc les âmes. Bonjour. Tout à l'heure, vous nous parliez de l'opium en Angleterre pour l'anesthésie. Et qu'en est-il en fait... Non, pas l'anesthésie, l'analgésie. Oui. Et qu'en est-il en fait de l'alcool en fait? Est-ce que tu disais Oui, apparemment, avec Louis XIV, on ne lui donnait pas d'alcool, je n'ai pas lu, je ne me souviens pas qu'on se laissait boire, mais on raconte que sur les champs de bataille, pour les amputations, qui étaient les choses qui se faisaient quand même assez fréquemment, on saoulait les gens, oui, pour qu'ils supportent mieux l'intervention. Voilà, oui. Mais il n'y a pas d'écrit qui disait qu'on venait au roi. Dans mon souvenir, non, en tout cas, ces grandes opérations, là, il y en a eu deux, même plus, parce qu'il s'est aussi fracturé un jour un bras, puis il a eu des anthrax qu'il a fallu aussi percer, etc. Mais les deux gros événements, le maxillaire, avec ces cautères brûlants qu'on passait dans le trou pour faire provoquer la réaction, la cicatrisation exubérante suite à la brûlure, les bouchées de trous comme ça, et pas qu'une fois, ils l'ont appliqué plusieurs fois. Il dit d'ailleurs dans le journal de santé que celui qui faisait ça, qui était le dentiste, c'était pas encore Félix, j'ai oublié le nom du chirurgien qui faisait ça à ce moment-là, il devenait plus malade plus que le roi, quoi. Évidemment, à travers tout ça, il y a l'éloge du courage du roi qui a supporté tout ça. Je pense qu'il faut quand même montrer que c'est un personnage exceptionnel. Donc chacun de vanter le courage. Mais donc c'est vrai, on imagine que ça devait être particulièrement atroce. Et la fistule, quand même, c'est pas rien d'aller couper et mettre à plein de fistules sans parler que tout ça a été accompagné aussi d'onguents vulnéraires pour provoquer des guérisons et donc provoquer de l'irritation. Il n'y avait pas que l'acte chirurgical, il y avait tout ce qui entourait ça. Oui. Donc je n'ai pas lu qu'on l'avait fait un grand du sou avant de le faire, ni avec du champagne, ni avec du bourgogne. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'ils ne font pas allusion à l'opium, mais un Ateriac, ils ne la donnent pas pour ça. Ils pourraient, ils auraient pu. Mais, parce que là, il y avait quand même un peu d'opium, c'était déjà ça. Non, mais c'est vrai. Alors qu'en Angleterre, on utilisait, à cette époque-là, le laudanum de Sydenham. Laudanum, qui est une solution d'opium. D'autres questions? Monsieur, le canon d'Avicenne, vous connaissez, ils ont apporté quand même. Tout à fait, donc c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au fait que il y avait une école de médecine, disons, plus chimiste,
donc ils utilisaient des médicaments, enfin des substances, on va dire, dont l'antimoine malheureusement, mais aussi d'autres quand même. Et que en France, c'est surtout Montpellier qui a développé cela plus que Paris, qui est resté très attaché à Galien, pour lequel il n'y a pas ce qu'on a dit, hein, d'essayer les Turcs et les Allemands. Et Montpellier, on dit, a été sous l'influence justement de la médecine arabe, par ses contacts qu'il y avait avec le sud de la France, et Salerne, l'école de Salerne, dans le sud de l'Italie, qui était la première à servir de vecteur, si je peux dire, à des ouvrages des médecins et philosophes d'ailleurs arabes, dont une bonne partie a ramené d'ailleurs ce qui était décrit dans Aristote aussi. Bon, je ne veux pas dire pour autant qu'Aristote avait raison non plus, hein, mais en tout cas, il y a une partie de la médecine qui avait été un peu oubliée, qui est revenue par ce canal. Mais pas la faculté de médecine de Paris, là ils étaient, en tout cas au XVIIe siècle, restés extrêmement fermes, hein, comme Diafoiris, fermes dans tout ce qu'ils affirmaient par rapport à la théorie de Galien, et d'où les conflits avec Montpellier d'ailleurs. Le conflit n'était pas que des conflits aussi d'école, il y avait l'occupation du territoire, hein, la faculté de médecine de Paris s'opposait à ce que des médecins de Montpellier viennent exercer à Paris. Et normalement, les médecins qui venaient de Montpellier devaient avoir l'autorisation de la faculté de médecine de Paris d'exercer, sauf les médecins de la maison royale, parce que le roi a le droit de choisir qui il veut. Il n'allait pas se soumettre à l'accord de la faculté de médecine de Paris, évidemment. Et donc, c'est comme ça que les médecins, les premiers qui arrivent, c'est avec Henri IV, évidemment. Ils arrivent du Sud. Et Henri IV, avec Henri IV s'amène, et les médecins du roi ont le droit, eux, d'autoriser d'autres médecins à les rejoindre dans la maison royale, hein, les médecins ordinaires. Et donc, ils ont délivré à tour de bras des autorisations, des engagements de médecins de Montpellier à la maison royale. Grande fureur, évidemment, de la faculté de médecine de Paris. D'ailleurs, Guy Patin disait, pour justifier le fait qu'il fallait que la faculté de médecine de Paris donne les autorisations, c'est qu'il les faisait passer un examen. Et qui constatait qu'un certain nombre ne méritaient pas leur diplôme de docteur, en disant ne méritaient pas le diplôme de docteur, même des plus grandes universités qui délivrent le diplôme contre de l'argent, écrit Guy Patin. Donc nous faisons bien de faire repasser les examens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les fils de Théophraste Renaudot, qui venait aussi de Montpellier et avait été engagé et protégé par Richelieu, Patin écrit, Richelieu est un homme très puissant, il a mis le pape, il a raison, les protestants, tout le monde, hein, il a maté tout le monde. Il y a qu'une chose qu'il n'a pas réussi à faire, c'est nous faire délivrer un diplôme de docteur à ses enfants. Malgré sa puissance. Mais ça, c'est l'occupation du territoire. Et une fois que les médecins de Montpellier n'ont plus été premiers médecins, après Daquin, Fagon, il était de Paris, à ce moment-là, Daquin avait créé un collège spécial pour reconnaître les médecins des autres facultés et leur donner l'autorisation d'exercer à Paris. Une chambre, un collège qui n'était pas la faculté de médecine. C'était petit, enfin, il y avait un collège qui examinait les diplômes, etc. Et disait, ah oui, vous pouvez exercer à Paris. À peine Daquin disgracié, Fagon arrive, on supprime ce collège, et c'est de nouveau la faculté de médecine de Paris qui délivre les autorisations, sauf toujours pour le médecin de donc voilà, entre Montpellier et Paris, il n'y avait pas que des différences de théorie médicale, hein, les chimistes contre les galénistes, mais il y avait aussi des questions de pouvoir, hein, occupation de la place parisienne, avec l'exercice de la médecine, évidemment. Ma question est un peu dans le même thème. Donc, on voit qu'il y avait plusieurs courants de pensée en médecine à l'époque.
Et est-ce qu'il y avait aussi des raisons politiques à ces séparations? C'est-à-dire que d'un côté, on pouvait utiliser l'opium comme analgésique, et de l'autre côté, rien du tout pour peut-être plus de prestige ou autre. Est-ce qu'il y avait des raisons politiques ou c'était vraiment une isolation causée par d'autres choses qui disaient qu'on n'avait simplement pas ces techniques qui se trouvaient ailleurs? Non, d'abord, il n'y avait pas d'interdiction à utiliser l'opium, hein, c'était pas délibéré, je vais dire, puisque d'ailleurs dans la terrière, il y a de l'opium. Et la terrière qu'ils utilisaient. Ce qui m'étonnait un peu, c'est qu'ils ne pensaient pas à donner cet opium dont on connaissait quand même des vertus, comme dirait Molière, hein, les vertus dormitives de l'opium. Pourquoi l'opium peut-il dormir? Parce qu'il a une vertu dormitive. Donc, était connu. Simplement, visiblement, c'était pas ils ne pensaient pas l'associer dans leur arsenal thérapeutique habituel pour cette indication-là. C'est la seule chose que j'en ai. Alors, est-ce qu'il y avait des raisons politiques? Je ne crois pas. Cela étant, pour l'anecdote, il y a eu une étude, il y a une vingtaine d'années, qui a comparé aujourd'hui, donc pas aujourd'hui, maintenant, a comparé l'utilisation de l'opium dans les douleurs cancéreuses suivant les pays. Et pour constater qu'il y avait des pays où on utilisait beaucoup plus l'opium, enfin la morphine, hein, parlons moderne, utilisait plus la morphine dans les douleurs cancéreuses que dans d'autres pays, avec des traditions. Certains employaient beaucoup, d'autres pas. Et alors il y a un auteur qui s'est amusé de faire une corrélation entre le pourcentage de catholiques d'un pays et l'utilisation de la morphine. Et de montrer que dans les pays très catholiques, on utilisait peu de morphine, et que dans les pays moins catholiques, protestants par exemple, les pays nordiques, on utilisait plus de morphine. D'où la théorie, hein, bon, ça vraiment corrélation ne veut pas nécessairement dire relation de cause à effet, mais enfin, l'idée était, mais oui, mais dans la religion catholique, la douleur est salvatrice, si je peux dire, hein, elle fait rédempteur de la souffrance. Hein, si on souffre, c'est mieux. Vous retombez alors sur l'affaire de l'accouchement sans douleur, etc. etc. Hein, et donc c'était un peu ça. Donc il y avait là, pour répondre à votre question, mais ça ne date pas du temps de Molière, il y a eu des éléments pour penser que dans les habitudes médicales, il pouvait y avoir une influence. Il y a des convictions qui n'étaient pas purement médicales. Y a-t-il une dernière question? Non, dans ce cas, je remercie encore vivement notre conférencier. Dans le cadre de ce cycle, la prochaine séance, c'est le 15 janvier. Ce sera Daniel Droix qui va nous parler du traitement du cancer au 18e. Et sinon, il y a une conférence ce jeudi, mais sur la plaine de Nîmes, à l'auditoire Van Gogh, à 17h45. Il y a un problème d'horaire de train, de Raphaël Aumont, qui parlera de cuisine moléculaire entre fourchette et